Ce vendredi 11 mars 2011, les températures restent fraîches au Japon, mais le soleil brille. Du nord au sud, sa lumière rayonne sur les premières fleurs qui s'apprêtent à habiller de rose les milliers de cerisiers qui vont bientôt colorer l'archipel. Ces bourgeons naissants sont le signe de l'arrivée imminente de la fameuse saison des cerisiers en fleurs, les sakura, la saison préférée des Japonais. Elle annonce le printemps. L'année scolaire se termine, les entreprises entament leur bilan fiscal et les touristes vont débarquer en masse des 4 coins du monde justement pour voir le Japon des sakura. Les rues des grandes métropoles sont bondées, les foules se pressent et dans les immenses gratte-ciel, les salariés surveillent l'heure. C'est bientôt le week-end. Podcast Story. À 14h45, un séisme survient à presque 130 km des côtes nord-est du pays dans le Pacifique. Le fond de l'océan est couvert de plaques, les fameuses plaques tectoniques. Et il arrive que ces plaques bougent. Le vendredi 11 mars, sur plus de 300 km, la plaque océanique plonge sous la plaque continentale. La friction provoque un tremblement de terre, dont la première conséquence à la surface est une petite vague, une vaguelette de quelques centimètres. Dans une école primaire de Sendai, l'une des grandes métropoles de la côte nord-est du pays, Yuki, 36 ans, hoche lentement la tête en direction des élèves. Aussitôt, les enfants se lèvent en silence et se placent debout à côté de leur pupitre en bois. Comme toutes les semaines à la veille du week-end, la jeune maîtresse entame le cours de chant. En chœur, ces petits élèves de 6 ans entonnent la chanson de la fête de fin d'année, celle qu'ils interpréteront devant leurs parents dans quelques jours. Sur l'horloge qui surplombe la petite salle de classe, le cadran affiche 14h46. Soudain, le sol ondule et les murs tremblent. Yuki et les enfants sont habitués. Situés sur la ceinture de feu du Pacifique, à la jonction de plusieurs plaques tectoniques, notamment celle du Pacifique, l'Eurasienne ou celle des Philippines, l'archipel du Japon est une zone sismique et volcanique très active. La jeune maîtresse ne s'inquiète pas, tout cela ne dure en général que quelques secondes. Et puis ici, ils sont en sécurité. Les bâtiments répondent tous aux normes antisismiques et encaissent les chocs. Mais les vibrations se transforment en violentes secousses ininterrompues, si puissantes que de larges fissures se dessinent sur toute la surface du plafond et des murs. Yuki demande calmement aux enfants de se positionner comme on leur a appris, en boule sous leur petite table en bois. À plus de 300 km de là, le sol de Tokyo, la capitale japonaise, tremble à son tour. Durant de longues et terrifiantes minutes, les convulsions de la terre secouent les bâtiments et fissurent les routes. Dans le petit restaurant de la famille Saito, les murs tremblent si fort qu'un morceau de plafond se décroche. Blottis sous les tables, les clients disparaissent sous un amas de gravats et de poussière. Dehors, c'est la panique. Les gens quittent les bâtiments à toute allure en hurlant. Aiko, le plus jeune des enfants de la famille Saito, profite d'une accalmie de quelques secondes pour s'enfuir. Il saute par-dessus le comptoir, pousse violemment la porte et court au milieu de la rue. Autour de lui, des édifices tanguent. Au loin, dans la banlieue, d'immenses nuages de fumée noire envahissent le ciel. Dévasté par la puissance du tremblement de terre, la raffinerie est en feu. Aiko se retourne brusquement en direction du restaurant. À l'intérieur, toute sa famille est coincée. Et impossible d'y retourner, les vibrations reprennent et s'intensifient. Du haut de ses 17 ans, jamais il n'a senti d'aussi fortes secousses. Dans la rue, les poteaux électriques chutent, les écrans géants qui animent les façades des gratte-ciel s'éteignent les uns après les autres. Des morceaux entiers de bâtiments se fissurent et s'écrasent sur le trottoir. Le monde d'Aiko s'écroule, il doit fuir. Fuir, oui, mais où? Le danger est partout. Au même instant, le train de la compagnie East Japan Railway, qui rejoint la ville d'Ishinomaki au nord, toujours sur la côte est, s'arrête brusquement. Zoé et William, un couple de Canadiens, s'agrippent aux accoudoirs de leur siège. Dans le wagon, le silence est total, pas même un cri, rien. Les passagers sont tétanisés. La terre tremble si fort que les rails ondulent comme une vague et leur donnent la sensation que le train continue d'avancer.
La sœur de Zoé, qui habite Tokyo depuis plusieurs années, les avait prévenus. On est au Japon ici, quand ça bouge, ça bouge. C'est impressionnant, mais pas de panique. Les bâtiments sont conçus pour résister aux tremblements de terre. On finit même par s'y habituer. Zoé a beau se répéter en boucle les paroles rassurantes de sa sœur, elle n'est pas très rassurée. Ces longues minutes de secousses sont trop violentes. Face à elle, William est terrifié. À travers la vitre, il regarde disparaître sous d'épaisses fumées noires les immenses gratte-ciels qui oscillent au loin comme de simples feuilles prises dans le vent. À une centaine de kilomètres de là, en suivant la côte, à la centrale nucléaire de Fukushima, la coupure d'électricité provoquée par les premières secousses a marqué l'arrêt immédiat des réacteurs nucléaires 1, 2 et 3. Dans la salle de commande, tous les regards sont tournés vers les écrans de contrôle. Pour le moment, rien d'anormal. La sécurité est maintenue, aucune défaillance ni de rejet radioactif ne sont enregistrés. Il est 14h51. Après plus de 5 minutes de violentes secousses, la Terre s'arrête enfin de trembler. Ce séisme, d'une magnitude record de 9,1 sur l'échelle de Richter, est le plus puissant jamais enregistré au Japon. Si puissant qu'il fait même trembler des bâtiments à Pékin, la capitale chinoise, située à plus de 2000 km de là. Dans la petite salle de classe de la ville de Sendai, les élèves sortent timidement de dessous les tables, les visages couverts de plâtre et de débris. Affolée, la jeune maîtresse se précipite pour les faire sortir rapidement du bâtiment. Au milieu de la cour de l'école, le seul espace ouvert loin des édifices, d'autres élèves sont déjà réunis autour de leur professeur. Tous, petits et grands, font preuve d'une maîtrise et d'un calme remarquable. Yuki et les enfants les rejoignent. À Tokyo, Aiko marche lentement entre les débris qui recouvrent les trottoirs. Il s'est éloigné du restaurant où ses parents sont restés enfermés. Il ne sait plus très bien où il est. C'est le chaos. Autour de lui, des gens courent dans tous les sens. D'autres, au contraire, sont figés sur place, sidérés. Les métros et les trains sont arrêtés. Tous les taxis sont pris d'assaut. Partout, les sirènes des pompiers et de la police résonnent sans arrêt. Aiko attrape son téléphone et tente de nouveau d'appeler le restaurant. Pas de sonnerie, pas de tonalité, rien. Le réseau téléphonique est coupé, plus aucun portable ne fonctionne. Au nord-est du Japon, sur la ligne de chemin de fer, le train de Zoé et William est toujours à l'arrêt. Comme les transports aériens et routiers, le trafic ferroviaire est interrompu. Dans le wagon, Zoé se rassure doucement. Autour d'elle, les passagers semblent maintenant plus détendus. C'est fini, se dit-elle à voix basse. Mais William, lui, toujours enfoncé dans son fauteuil, les mains fermement agrippées aux accoudoirs du siège, est encore sous le choc. Au large, sur la mer, les vaguelettes de quelques centimètres se sont transformées. Des vagues d'1 mètre de haut déferlent de plus en plus nombreuses vers le littoral. On dirait que la mer enfle, que le niveau de l'eau monte encore. Et puis d'un coup, la terre se remet subitement à trembler. Une réplique. Il est 15h21. Un nouveau séisme sous-marin d'une magnitude de 7,9 cette fois fait encore trembler la partie nord du pays et provoque des séries de vagues toujours plus hautes qui se rejoignent, qui s'amplifient. Sur l'ensemble des territoires du Pacifique, une alerte majeure au tsunami est déclenchée. 45 minutes après la première secousse, une immense barre noire apparaît au large des côtes de l'archipel. Encore terrorisés par le séisme, les habitants regardent maintenant se diriger droit sur eux ce gigantesque mur d'eau qui semble s'étendre à l'infini. Et pourtant, malgré la menace qui se dessine au loin, les Japonais semblent rassurés. Ils savent que les digues sont toutes désormais conçues pour résister à des vagues de près de 12 mètres de haut. Mais à bord de l'hélicoptère militaire qui sillonne la côte, c'est la panique. L'horizon annonce la pire des catastrophes. Le tsunami, qui approche maintenant à près de 400 km/h, 400 km/h, est un véritable monstre. Haut de plus de 20 mètres, il cache derrière lui une multitude de vagues tout aussi effrayantes.
À la centrale de Fukushima, le mur protecteur de 6 mètres de haut construit en mer se brise instantanément sous la force de la première vague. Pourtant jugée solide, voire imparable, la muraille ne résiste pas. Terrifiés, les employés de la centrale nucléaire quittent les bâtiments et rejoignent à toute vitesse la colline qui surplombe la baie. À l'intérieur, les équipements tremblent, les murs grincent bruyamment et rapidement, l'eau pénètre dans les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires. Progressivement, la température et la pression augmentent dans la cuve des réacteurs. Il est 15h41. Les scientifiques de la centrale nucléaire de Fukushima viennent de perdre le contrôle. Depuis le sommet de la butte, les immenses réacteurs de 13 mètres de haut ressemblent maintenant à des rochers qui émergent de la mer. Le raz-de-marée meurtrier engloutit des centaines de villages et de villes sur près de 600 km de côte. Les rouleaux de l'océan brisent des bâtiments en béton et noient les rues, avalant tout sur leur passage, bateaux, maisons, véhicules. Depuis les hauteurs des édifices, les habitants hurlent et tentent d'avertir les gens qui sont encore dehors, dans les rues. Mais il est trop tard. Sous les regards terrorisés des habitants réfugiés en haut des bâtiments, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants sont emportés par les flots. Dans le wagon du train, toujours à l'arrêt, les passagers se précipitent vers les fenêtres. Au loin, un immense navire avec une centaine de personnes à bord est avalé d'un seul coup par la vague géante, qui déferle maintenant sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Les yeux écarquillés, les deux jeunes Canadiens regardent le paysage s'effacer devant eux. Affolé, William attrape le bras de Zoé et la tire vers le couloir du wagon. Ils n'iront pas bien loin. Tous les accès sont déjà bloqués par les passagers qui tentent désespérément d'ouvrir les portes. Et dehors, la vague arrive. Adossé au mur du couloir, le jeune garçon paniqué envoie de violents coups de pied sur la vitre, mais elle est bien trop épaisse pour être brisée aussi facilement. Le regard perdu, William s'arrête. À ses côtés, Zoé hurle de toutes ses forces. À Tokyo, la plupart des immeubles sont maintenant privés d'électricité. Partout, des incendies sont en cours, notamment le complexe industriel de la compagnie pétrolière nippone Cosmo Oil qui disparaît dans des flammes immenses. Heureusement, depuis près de 20 minutes, la terre ne tremble plus. Dans le petit restaurant de la famille Saito, les clients, blessés, choqués, sortent lentement dans la rue, les mains toujours sur la tête comme pour se protéger des débris qui tombent encore sur les trottoirs. En cuisine, la mère d'Aiko est dans tous ses états. Son mari est allongé sur le carrelage, il est assommé. Dans le ciel du Japon, 8 avions militaires décollent pour inspecter les dommages. En mer, des navires des forces navales d'autodéfense foncent vers les côtes pacifiques touchées par le séisme. Il est 16h16. Une vague de 10 mètres de haut submerge le centre-ville de Sendai, situé pourtant à presque 10 kilomètres des côtes. Des voitures et leurs conducteurs sont éjectés hors des routes par l'eau déchaînée. Des morceaux d'immeubles et des maisons entières se brisent, emportés par la violence des torrents de boue. Comme des milliers de personnes déjà entraînées par la marée sombre, les petits élèves de primaire disparaissent à leur tour sous les eaux, au milieu des containers et des débris qui parsèment la ville. Yuki, elle, est toujours vivante. Désespérément accrochée à l'un des arbres de la cour de l'école, elle résiste de toutes ses forces au courant. À la télévision japonaise, la journaliste de la première chaîne rapporte les propos rassurants du Premier ministre. Les dommages sont importants, mais les 4 centrales nucléaires ont été arrêtées en toute sécurité. Il n'y a à ce stade aucun danger pouvant nuire à la santé humaine, à la faune ou à la biodiversité. En réponse à ces propos, et alors que le sol n'a plus bougé depuis près de 2 heures maintenant, la Terre tremble une fois de plus. Il est 17h23, une 3e réplique du séisme survient. À Sendai, la jeune maîtresse d'école est à bout de force, l'arbre aussi. Sous la puissance du torrent de boue, il cède. En un instant, Yuki disparaît avec lui au fond de l'eau. À quelques kilomètres de là,
Le train de la compagnie East Japan Railway, dans lequel voyagent Zoé et William, disparaît lui aussi dans les flots. La panique gagne tout le Japon et même au-delà, sur tous les écrans de télévision du monde. Les premières images de la catastrophe racontent l'ampleur de la destruction. Sur plus de 600 km de côte, les villes et les ports sont submergés, détruits parfois à 90%. Par endroits, le mur d'eau a atteint jusqu'à 30 mètres de haut et rayé de la carte bon nombre de villages qui bordent le littoral. Et puis partout, des centaines de corps encore visibles flottent lentement avec les carcasses de voitures et les maisons qui gisent au milieu de paysages dévastés. Il est 18 heures. Au pays du soleil levant, tout devient encore plus sombre. Sans électricité, chauffage ni eau potable, des centaines de milliers de survivants s'apprêtent à passer la nuit dans l'obscurité et le froid glacial. À la centrale de Fukushima, 70 camions des forces armées, générateurs d'électricité, arrivent sur le site. Mais devant l'ampleur des destructions, les soldats en tenue de protection anti-radiation ne peuvent que constater les dégâts. Le système de refroidissement est en panne, l'eau a envahi les installations, coupé l'alimentation électrique et noyé les générateurs de secours. Dans la cuve des réacteurs 1, 2 et 3, la température grimpe à toute vitesse et l'évaporation menace sérieusement de répandre à l'air libre des matières hautement contaminées. Dans les plus hautes sphères du gouvernement, la pression et l'angoisse s'intensifient. Les risques imminents de fuites radioactives autour du site font craindre une catastrophe encore pire. Il est 19 heures. Les habitants proches de la centrale doivent évacuer en urgence. Des milliers de riverains abandonnent leurs maisons et s'engagent sur les routes à pied sans trop savoir où aller. À Tokyo, Aiko a retrouvé sa famille. Comme des millions de Japonais, ils passeront cette nuit dehors dans la rue par crainte de nouvelles secousses. Partout, d'immenses panaches de fumée s'élèvent encore au-dessus de la ville. Avec plus de 160 000 personnes délogées, près de 22 000 morts et disparus, le Japon connaît ce vendredi 11 mars 2011 la plus grave catastrophe naturelle de toute son histoire. Dévasté, le pays va pourtant encore souffrir. Au matin du samedi 12 mars, une radioactivité 1000 fois supérieure à la normale est détectée dans la salle de contrôle du réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Fukushima. Face à l'urgence de la situation, le gouvernement ordonne l'évacuation immédiate des populations sur un périmètre de 20 km autour du site. Plus de 100 000 personnes abandonnent à leur tour leur maison et prennent la fuite. Les jours passent et les événements s'enchaînent. L'explosion du réacteur numéro 3 tout d'abord, l'incendie du numéro 2 quelques jours plus tard, et enfin la fuite des premières particules radioactives. Au matin du jeudi 24 mars, la centrale nucléaire de Fukushima est définitivement incontrôlable. Alors que des milliers de mètres cubes d'eau contaminée se déversent dans la nature, une épaisse fumée blanche s'échappe du réacteur numéro 1. Lentement, un immense nuage radioactif s'étend sur le nord de l'archipel et fait de nouveau sombrer le pays tout entier dans le chaos et la psychose. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.